Si on vous demande un métier qui fait rêver autant qu'il divise, vous me citerez certainement... Actionnaire chez Total! Qui a dit ça? Mais pour Morgane et moi, le métier de soigneur animalier est certainement celui qui soulève le plus d'interrogations. À la fois, il se rapproche beaucoup de celui qu'on exerce tous les jours, si on remplace les rhinocéros par des golden retrievers, et en même temps, il s'en éloigne beaucoup parce qu'il renvoie dans la société. Pourtant, sur le papier, si on étire un peu le spectre, ça revient à peu près à la même chose. On s'occupe d'animaux qui ne nous appartiennent pas, et on s'adapte à leurs besoins. Et après, on les sort dans un grand parc, pour qu'ils se roulent dans des déjections d'autres animaux. En vrai, on a pas mal hésité quand même à faire cette vidéo. Déjà parce que ça correspondait pas trop à un univers qu'on connaissait, puis en plus à cause de la représentation générale des zoos ou des parcs animaliers. Mais quand on a reçu l'appel du parc du Reynou, on s'est dit que finalement c'était peut-être aussi une bonne occasion de se forger notre vraie opinion sur les parcs animaliers en général, et puis surtout pour découvrir au final beaucoup plus ce métier qui est le métier de soigneur et soigneuse animalier. C'est un métier qui nous a tous les deux beaucoup fait rêver aussi, faut l'avouer. Et puis finalement on s'est dit aussi que notre opinion n'était pas universelle et que finalement c'est pas parce que nous on avait des préjugés sur une activité en particulier que vous auriez systématiquement les mêmes. Donc on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo, vous présenter justement un métier qui est certainement un des métiers les plus connectés aux animaux sauvages et que vous puissiez vous-même vous forger votre opinion. D'ailleurs, je le dis en passant, on n'est pas du tout sponsorisé, ni par le parc, ni par qui que ce soit pour faire cette vidéo. Ça veut dire que potentiellement, un petit like, un petit partage, ce serait pas mal quoi. On saura en faire quelque chose. Donc on a passé la journée entière avec Maëlle, qui est soigneuse sur le parc du Reynou depuis 2 ans et demi. Elle nous a partagé son quotidien, toutes ses connaissances, sa passion aussi des animaux, et elle nous a permis de voir des animaux de très très près. Mais surtout à travers son expérience, on a pu aussi voir d'autres facettes du métier auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Enfin bref, ça nous a vraiment donné un éclairage très large sur l'activité. Donc, on est arrivé juste avant l'ouverture du parc, et Maëlle nous a directement fait visiter le château. Parce que oui, il y a un petit château au milieu, c'est très sympa, et ça permet surtout à toute l'équipe de se retrouver dès le matin et le soir aussi pour faire un point sur toute la journée. Elle nous explique d'ailleurs à ce moment-là que la communication est fondamentale au sein de toute l'équipe. Il faut absolument que toutes les informations passent de manière très fluide dans toute l'équipe pour surtout pas rater le fait qu'un animal aille pas bien, etc. Donc ils notent tout sur des petits bouts de papier pour être sûr d'avoir une trace à chaque fois de ce qui s'est passé dans leur journée. Ensuite, on a visité vite fait le local technique avec aussi le local de soins, là notamment où il y a des éventuels médicaments à venir chercher qui sont préparés par la vétérinaire, et aussi pour regarder un peu les animaux qui sont en salle de soins en surveillance. On a visité aussi la cuisine, mais ça on en parlera un tout petit peu après dans la vidéo. Là pour l'instant on est parti rencontrer ce qui est certainement devenu mon animal totem, le tapir. Regardez la petite beauté. Que tu es jolie. Alors lui c'est Doyo et il a une petite copine, Karina, et déjà ce qu'on voit tout de suite c'est que quasiment toutes les espèces ont un box chauffé ou pas selon les besoins. Et dès l'entrée il y a des petites similitudes avec la pension. Une grosse partie de la journée du soigneur c'est finalement ramasser du caca. C'est vraiment un gros tas de merde. Et aussi subir les harcèlements des pensionnaires pour avoir de la bouffe. Alors vous vous doutez bien qu'on va pas câliner tous les animaux du parc. Il y a des animaux qui sont juste pas approchables. Et ce que Maëlle nous explique, c'est qu'il y a certaines espèces qui sont plus aptes que d'autres à accepter le contact humain. Et donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on les entraîne pour que ces animaux-là acceptent de plus en plus le contact humain, et donc dans ce cas-là, que ça soit pas considéré comme invasif pour eux. Parce que évidemment, c'est pas inné de se faire caresser par un humain, mais par contre, ça facilite grandement le fait de vérifier l'état de santé de l'animal quand on le voit. Au moins, on est proche de lui, on peut toucher, on peut le gratouiller aussi, pas mal, et on s'assure assez facilement que son état de santé physique et mental est préservé. Chez les tapirs, par exemple, ils ont les pieds assez mous, parce que ce sont des animaux qui vivent en grande partie dans l'eau aussi. D'ailleurs, ils ont un bassin à disposition. Et comme Doyo est littéralement tombé amoureux de Morgane, ça permet de vérifier très simplement si sous ses pieds il y a des petites blessures, des choses comme ça. D'ailleurs de mon côté on était sur un beau début d'histoire d'amour avec Karina.
Et ça me permet d'ailleurs de préciser un sujet spécifique avec Maël qu'on aborde aussi régulièrement en pension. C'est le sujet des hormones. Donc chez les tapirs aussi, il y a ce côté, les hormones peuvent foutre le bordel. Ouais, bah après ça c'est un peu tous les animaux en général. Ah, voilà. Et je suis bien content qu'il n'y ait pas que nous qui le disions. C'est ça, c'est un peu chez tous les animaux. Alors tout ce qui va être combat, etc., ça va être plutôt tout ce qui va être testostérone, qui va être, voilà, c'est un peu les clichés, mais en même temps c'est pas faux, qui va entraîner tout ça. Et chez les femelles, ça va plus être le côté un peu, voilà, les femelles un peu aigries, quoi. Comme c'est vrai que par exemple, nos carnivores, elles sont toutes un petit peu... pas forcément très agréable, quoi. Bon, je crois qu'on a du nettoyage à faire, hein, Loulou. Hein. On va pas pouvoir faire ça toute la journée. Hein. Ah ouais, et puis il y a d'autres animaux qui requièrent notre attention. Eh oui, quand même. Là, eux, ils vont aller faire leur petite sieste du matin. Puis après, ils vont peut-être se baigner, puis ils feront leur petite sieste de l'après-midi. Vous voyez, c'est des animaux très occupés. C'est ça. Ah, mais en même temps, il faut entretenir ce corps d'athlète. Ah, c'est clair. N'est-ce pas? Un peu de natation, un peu de repos, une bonne alimentation, c'est nickel. D'ailleurs, en parlant de nourriture, vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai parlé de la cuisine. Bon, bah c'était spécifiquement pour ce qu'on allait faire à ce moment-là, c'est-à-dire amener la nourriture aux girafes. Mais avant ça, il a fallu la préparer. Donc par exemple, pour les girafes, il a fallu couper 3 kg de légumes pour chaque girafe, et ça, il faut le faire 3 fois par jour, sachant qu'il y a 4 individus dans le parc. Mais ça, évidemment, il faut le multiplier avec le nombre d'animaux qu'il y a dans le parc. Herbivores, carnivores, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un ou une soigneuse qui est attribuée à cette tâche chaque jour pour préparer la nourriture pour tout le parc. Alors évidemment ça change, hein, c'est pas tous les jours la même personne. Mais en tout cas pour faire tout ça, ils ont besoin de récupérer les invendus de supermarché par exemple, ou sinon ils passent des contrats avec des producteurs locaux pour avoir beaucoup de nourriture à disposition. Faut savoir que c'est plusieurs tonnes par semaine qui partent, hein, de viande, légumes, poissons, fruits. Et une fois les gamelles préparées, on va voir les girafes, mais en plus on s'arrête au milieu du chemin pour couper des branches de noisetier parce que les girafes adorent ça. Petit aparté d'ailleurs sur la langue bleue des girafes que vous remarquez là, c'est notamment parce que comme elles sont folivores, elles ne mangent que des feuilles, elles vont avoir la langue quasiment tout le temps sortie dehors. Et évidemment, faut éviter les coups de soleil sur la langue. J'imagine que ça fait mal. Donc comme elle est bleue, ça la protège des rayons UV tout simplement. Et là on voit qu'il y a quand même une bonne partie de la journée du soigneur qui est attribuée à une tâche, c'est distribuer de la nourriture. C'est quand même la tâche principale, quoi. Alors en plus, on fait pas que leur donner à manger, c'est-à-dire on pose pas une gamelle et puis on s'en va. Non, non, le but aussi, c'est d'en cacher un petit peu partout pour que les animaux aillent chercher leur nourriture et que ça les stimule. Avec les makikata, par exemple, entre parenthèses, c'est juste l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. J'en veux un maintenant, j'ai pas le droit. C'est interdit. Évidemment, on a pu leur donner à manger à la main, mais on a caché aussi beaucoup de la nourriture dans des agrès, dans des arbres, des choses comme ça, pour qu'ils passent le reste de leur journée à aller chercher cette nourriture-là et à aller farfouiller un peu partout pour savoir s'ils trouvent pas des petits morceaux de melon, des choses comme ça. Donc évidemment, ça a un intérêt de donner à manger à la main, parce que encore une fois, toujours cette idée de vérifier un peu l'intégrité de l'animal, si on n'a pas un qui est blessé ou quoi que ce soit, mais il y a aussi un intérêt à cacher de la nourriture pour les stimuler. Mais de toute façon, vous verrez, on va revenir sur le sujet un peu plus tard, parce que ça c'est un sujet hyper important. Mais en attendant, on va aller visiter maintenant l'animal qui m'a certainement le plus impressionné, le rhinocéros blanc. Alors je devrais dire plutôt les rhinocéros blancs, parce qu'ils sont deux, il y a Berg et Alfred. Je crois qu'ils ont 5 ans chacun, et ils sont même pas encore à taille adulte. Alors quand on est à côté d'un rhinocéros, il y a vraiment une vibe Jurassic Park. On a l'impression d'être à côté d'un dinosaure, quoi. C'est un truc de ouf. Alors là aussi, ils étaient dans leur box avant d'être sortis dans un petit parc, puis dans un grand parc. Encore une fois, toutes ces étapes, elles servent principalement à vérifier l'animal sous toutes les coutures et puis regarder s'il n'est pas blessé, s'il n'a pas de problème de santé. D'ailleurs, le petit Alfred, il avait les yeux qui coulaient un peu, il était traité pour ça justement. Et surtout, on a pu les toucher. C'est un truc que je pensais jamais faire dans ma vie, toucher un rhinocéros. Et là, on a pu. Alors évidemment, toujours le même principe, il y a beaucoup d'intérêt à pouvoir les toucher, à les habituer à ça. Sauf que là, un rhinocéros, ça aime particulièrement être touché
à des endroits où il peut pas se gratter? Moi, je l'ai pas fait. Bon, en tout cas, Maëlle, elle en profite aussi pour nous raconter un peu des anecdotes autour des rhinos. Et il y a un truc, je sais pas, ça m'a rappelé quelque chose, mais je sais pas quoi. Sur nos plaines, on va avoir des bauges, on appelle, donc en fait, il y a vraiment des trous avec de la boue qui sont en plein à longueur d'année, sauf quand il fait très très chaud, mais qui leur permet en fait de se mettre au frais et aussi du coup se mettre de la boue sur eux. Alors des fois quand ils rentrent c'est monstrueux, ils sont pleins de boue. Ouais. Je sais pas, ça doit être un faux souvenir. Hein. En tout cas, grâce à Berg, on a pu voir une autre qualité essentielle au métier de soigneur et de soigneuse, c'est la patience. Il en faut beaucoup, parce que notre ami Berg, là, quand il est arrivé dans son petit parc, il avait très envie d'y rester. C'est-à-dire que je me plains des fois qu'il y a des chiens qui veulent rester dans le grand parc et pas rentrer dans leur chenil, et donc ils font des tours comme ça de la pension, mais là, Berg, il voulait rester dans son petit chenil. Et là, le problème, c'est que tu peux pas lui mettre une laisse autour du cou, quoi. Donc t'attends. Regardez. T'attends qu'il se décide. Sinon je vais devoir faire tout le tour du parc. Longtemps. Voilà. Là j'ai des trucs à faire là-bas aussi. Qui veuille bien se décider à avoir une idée, quoi. Là, On va y aller hein, parce que là je sens que ça va être long. D'ailleurs, on n'est pas resté jusqu'au bout. Hein. On a été obligé de s'en aller à un moment parce que sinon on allait rester toute la journée à regarder Berg se frotter contre une souche. Début de coopération. Attention. Ça ralentit, et ça va tout droit. Allez, non, je vais plutôt... eh ben non. Bon, Non, on va y aller. on va peut-être s'en aller parce que je crois qu'il a très envie de faire le show là. Donc on a fini par laisser le collègue de Maëlle à son triste sort et on est parti voir un des animaux les plus, si ce n'est le plus iconique de la faune sauvage, le lion. D'autant plus que les lions, forcément, personne ne les mange, donc eux, ils n'ont rien à craindre. Par contre, il t'en veut, lui. Ouais, je crois qu'il m'aime pas du tout. Voilà. Ok. Heureusement, j'ai ramené du rechange. Alors encore une fois, je devrais dire plutôt les lions, puisqu'ils sont deux, il y a Kruger et Congo, ils ont tous les deux 11 ans, et disons qu'ils sont pas super accueillants. Alors, ils mettent des petits coups de pression, vous allez voir, c'est impressionnant. Mais pas de panique. Et là, c'était pas le plus... Des fois, on les voit, ils nous fixent et on sait que là, ils vont nous courir dessus. Donc on a pu faire un petit brin de ménage dans leur chenil. D'ailleurs, là, c'était encore une fois une toute nouvelle expérience pour moi. À qui est-ce que je laisse la raclette? Bah à moi quand même. Allez, vas-y. Allez, je me lance. Je sais pas trop dans quel sens ça se prend, mais je vais essayer quand même. Attention, vidéo exceptionnelle pour une fois, Denis travaille. Oui. Denis fait le ménage, c'est dingue. Et puis après ça, on est passé par l'autre côté où on a pu visiter leur enclos. Et après avoir vérifié 50 fois si la porte était bien fermée, On va avoir des doubles sécurités, voire triple sécurité. Donc là, vous voyez, on a la chaîne pour si jamais le cadenas lâche. En fait, il y a toujours quelque chose. Sur les tiques, par exemple, sur les portes intérieures, on a 3 sécurités, c'est-à-dire qu'on a le loquet, le cadenas, la porte qu'on doit soulever, plus une poignée qu'on doit mettre et enlever. Donc pour ouvrir la porte, c'est qu'on veut ouvrir la porte, c'est pas qu'on le fait par inadvertance. Quoi. alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet enclos-là, il paraît petit sur les images, et il l'est, mais c'est parce qu'ils sont en train d'aménager un parc un peu plus grand pour eux, à un autre endroit. Bon, et d'ailleurs, pendant qu'on est là, on en profite pour voir avec Maëlle un petit peu la différence dont on parlait tout à l'heure entre un aménagement et un enrichissement. Au final, c'est très simple, hein. C'est que vous voyez sur les images, il y a des souches qui sont complètement griffées. Ça c'est un aménagement. Et à d'autres endroits, vous voyez, il y a des petits morceaux de laine qui sont laissés un peu partout. Ça c'est un enrichissement. La différence c'est que l'aménagement il va rester pendant très longtemps et l'enrichissement il va obligatoirement être temporaire et donc il faut penser à l'enlever pour le remplacer par un autre enrichissement. Et alors, je vais vous dire, la laine de mouton déjà, quand c'est pas traité ça pue un peu. Mais la laine de mouton mâchouillée par un lion, j'en ferai pas un pull. En tout cas, le but, c'est toujours le même, c'est de stimuler ces petites bébêtes pour pas que petit chaton Kruger, il s'ennuie au point d'avoir des petites envies d'évasion.
voyez-vous? Et quand on sort de chez les lions, en face, il y a l'enclos des Servals. Et là, justement, on en profite pour se poser avec Maëlle et lui poser diverses questions, notamment quelles sont les autres missions du parc. Nous, on va travailler main dans la main avec des organismes qui soit sont directement sur place, soit qui ont des organismes sur place, etc. Et qui vont, eux, en fait, protéger les environnements, faire de la pédagogie auprès des populations locales. Parce que selon aussi les pays, si c'est très pauvre, par exemple, ils vont pas avoir la même pédagogie que nous, on va pouvoir avoir. Et puis, le principe pour tout ce qui est le côté visiteur. Alors, effectivement, quand vous payez votre billet d'entrée, vous aidez à donner à manger aux animaux, mais pas que. Parce qu'il va y avoir une part qui va être reversée. Donner à manger aux soigneurs aussi. 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 Mais il va surtout y avoir une part qui va être reversée en fait à des associations. Chaque parc a son association. Ici, par exemple, au parc, c'est l'Arche du Rénou. Cette association va reverser absolument tous ses fonds aux autres associations qui œuvrent pour la protection des espèces directement dans le milieu naturel, la recherche, etc. Sur un côté local. C'est ça. Et il y a d'ailleurs une autre mission dont on n'a pas parlé, et le zoo fait partie des acteurs majeurs de cette mission-là, c'est la lutte contre le trafic d'animaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le trafic d'animaux, il est loin d'être endigué, hein. Il augmente d'ailleurs de 5 à 7% chaque année, d'après Interpol, et les victimes principales, ce sont en général les oiseaux, les reptiles, mais aussi les singes. Alors évidemment, les animaux qui sont saisis par la justice, ils vont pas rester au commissariat ou au tribunal, donc il y a des associations qui s'occupent de les récupérer, mais comme chez les chiens et les chats, les associations, elles débordent. Donc les zoos font aussi leur part, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer une partie de ces animaux pour les réintégrer dans leur parc. Alors il faut savoir que de toute façon, déjà de base un animal né en captivité est très difficile à relâcher dans la nature, mais là un animal issu du trafic, malheureusement en général il a été mal sevré, mais surtout il a été imprégné par l'homme. Ça veut dire qu'en fait, il fait plus trop la différence entre son espèce et l'espèce humaine. Pour lui, c'est sensiblement la même chose et résultat, il y a beaucoup de comportements aberrants qui peuvent survenir par la suite dans sa vie. Donc ça en fait un animal qui peut être dangereux, déjà premièrement pour lui-même, parce qu'il va y avoir des comportements auto-centrés, des comportements un peu plus violents, etc., mais aussi avec les humains. Et les soigneurs sont au premier plan, donc il y a aussi une dimension de sécurité à pas négliger quand on est soigneur ou soigneuse. Et d'ailleurs, ça nous fait penser à une autre question, résultat, qu'on pose aussi à Maëlle, c'est comment on fait au final pour détenir une espèce en particulier dans un zoo. Et ça, c'était devant l'enclos des suricates. Si vous voulez avoir, par exemple, mettons un pandarou, il faut le certificat de capacité pandarou. Voilà. Ah, mais par ok. contre, ça inclut pas les pandas géants. C'est-à-dire qu'il en faut un autre pour le panda Pour chin. le panda géant. Ah Et ouais, donc, à chaque fois, faut avoir. C'est ça. Pour faut- les tortues, mettons, qui ont plein d'espèces, sous-espèces de tortues, c'est pour chaque sous-espèce, c'est différent. D'accord. Il faut donc qu'il y ait une personne dans le parc C'est ça. qui ait ce certificat de capacité faut pour pas les que tout le espèces monde l'ait présentes. passé, quoi. C'est ça, oui, non, il n'y a pas Ouais, besoin que tout ok, le monde ok. l'ait. D'accord. Il en faut minimum un, avec du coup aussi la validité d'ouverture au public, qui est encore quelque chose en plus à mettre, parce que du coup, vous en tant que particulier, vous pouvez obtenir votre certificat de capacité Oui. si chez vous, vous avez envie d'avoir des reptiles. Par Ouais. contre, si vous voulez les exposer à du public, il faut encore repasser Il y a autre chose. encore C'est un autre encore truc. différent. Ok. Et il faut absolument tout connaître de l'espèce, que ça va de l'alimentation, de la santé, de la reproduction. Ah oui, Ce faut jury être, peut vous poser n'importe quelle question, de la question la plus simple à la question la plus infime sur l'espèce, et il faut savoir tout en fait sur le bout des doigts. Oh dis donc, mon Kik, c'est une grosse journée ça, hein? On va dormir par terre? On en a marre de dormir sur le canapé? On va aller manger un petit peu de croquettes de chat? Ah, je retourne sur mon canapé, puisque j'ai pas le droit de manger les croquettes de chat, c'est quand même dingue. Il est vexé, hein. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, on peut pas détenir un animal comme on commande sur Amazon, c'est pas possible, il y a des règles à respecter, il y a surtout beaucoup de connaissances à avoir, et c'est d'ailleurs pareil pour la reproduction d'animaux en captivité. Faut savoir qu'il y a un répertoire génétique national et international qui va justement inventorier tous les animaux détenus dans des parcs et qui va permettre de donner des recommandations sur la reproduction de telle ou telle espèce. Est-ce qu'on la favorise ou est-ce qu'il vaut mieux la stopper pour prévoir les années à venir? Aussi en prenant compte de la potentielle réintroduction dans des milieux sauvages. Alors ce sont que des recommandations, mais pour le coup, le parc du Rénou, ils ont décidé de suivre ces recommandations-là. Bon, et d'ailleurs, avant de finir la journée, on va passer voir un animal que je m'attendais pas du tout à voir dans le Limousin. Tu reviens, Toddy? Non. Non, j'en ai marre. Oh,
C'est bon, je reviendrai demain. C'est relou. L'ours polaire, je vais être honnête, ça fait partie des animaux qui nous ont fait tiquer avec Morgane. D'ailleurs, on s'est vraiment demandé si on allait faire cette vidéo parce que justement, il y avait des ours polaires détenus dans un parc dans le Limousin. Et pour nous, ça nous paraissait aberrant. Mais au final, quand on y réfléchit, c'est un peu idiot parce que on s'est pas spécifiquement indigné du fait qu'il y ait des lions. Et pourtant, les lions sont séparés d'autant de kilomètres de leur milieu naturel que les ours polaires. Mais aussi ce que nous explique Maël, c'est que à cause du réchauffement climatique, même les ours polaires sont obligés de migrer petit à petit vers les côtes canadiennes, et donc vers un climat qui se rapproche un peu plus du nôtre. Après, je pense qu'on est aussi, et surtout moi, influencé par ce qu'on voit sur internet. La plupart des vidéos que je vois d'animaux en souffrance dans des parcs animaliers, ce sont souvent des ours qui tournent en rond, ils sont totalement amaigris, dépenaillés, et pour la plupart, ils souffrent de stéréotypie. Mais là, c'est vrai qu'en comparaison de ce qu'on a vu, c'est quand même 2 individus qui vivent sur 3 hectares, et surtout, donc, ils ont du contact social, ils ont des bassins, ils ont tout ça. J'avais presque l'impression que je pouvais rentrer dans l'enclos et qu'il allait même pas me calculer. Bon, après, quand il a défoncé un glaçon en sautant à pieds joints dessus, je me suis dit que c'était pas une super bonne idée non plus. D'ailleurs, on en a vu qu'un seul sur les 2, l'autre il était en train de glander dans sa tanière et il s'en foutait complètement qu'on soit là ou pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le directeur du parc nous explique qu'il a fini par créer un pass annuel au final, principalement pour éviter la frustration chez les gens qui voulaient absolument voir tous les animaux. Là au final, quand t'as un pass annuel, si t'y vas et que tu vois pas les ours, tu te dis c'est pas grave, tu les verras la prochaine fois. Mais aussi ce que nous explique Maël, c'est que ça permet de voir les gens sur le long terme et d'entretenir aussi une relation d'éducation par rapport aux gens, surtout par rapport aux enfants. D'ailleurs, Maël, elle s'occupe très régulièrement de sorties scolaires ou de sorties organisées pour des anniversaires avec des enfants pour les amener à travailler leur regard sur l'animal sauvage et faire la différence entre la réalité et ce qu'ils voient à la télé. Alors est-ce que c'est utile ou pas ? J'en sais rien, il y a certaines études qui ont d'ailleurs l'air de dire que l'impact est très limité. Mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça. Peut-être que pour changer notre vision de l'animal, il y a besoin, dans notre société, de changements beaucoup plus profonds que juste une visite au zoo. Mais je dois avouer que pour Morgane comme pour moi, on est ressorti de cette journée en ayant eu l'impression d'avoir changé au moins un peu notre vision sur quelque chose qui nous paraissait comme presque immoral, je dirais. Le fait d'avoir vu tout le soin et l'attention que Maël et toute son équipe pouvaient porter aux animaux qui étaient autour d'eux, ça nous a fait vraiment réaliser que finalement, ce métier-là, il est là aussi pour autre chose que juste donner à manger ou regarder si les animaux vont bien. Il y a vraiment une relation qui s'entretient entre Maël et tous les animaux. Elle connaît tous les noms des animaux par cœur et elle connaît un peu leurs spécificités, leur caractère, etc. Elle nous disait d'ailleurs que dans l'enclos des lions, c'était le dernier endroit où elle voulait se retrouver sur Terre parce qu'elle savait très bien qu'il n'y avait aucune chance de s'en sortir. Alors que par exemple avec les tigres de Sumatra, il y a peut-être moyen de négocier un peu quoi. Et surtout ce qui nous a le plus impressionné, c'est que c'est un métier qui demande des connaissances énormes au final. Nous, je vois dans notre métier, déjà, il faut qu'on ait des connaissances sur les chiens et les chats. Et c'est quand même une somme de connaissances assez conséquente à avoir. Mais là, il y a besoin de connaître tout sur toutes les espèces pour être sûr de ne pas faire de conneries. Tout ça couplé avec la charge mentale qui est de se dire que le moindre truc à côté duquel on peut passer, c'est peut-être une vie qui en dépend. Au final, ça devient un métier qui paraît assez lourd à supporter. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre ressenti déjà sur la vidéo et sur le métier de soigneur et soigneuse en général. Si c'est un métier que vous envisagez de faire ou que vous auriez aimé faire, il faut savoir que la formation est
très longue et surtout les places sont chères. Vous n'êtes pas assuré d'avoir une place à la fin de votre formation dans un parc animalier. C'est quand même un secteur qui est un peu bouché, mais ça, si vous voulez en savoir plus, il y a une petite vidéo qui pop ici, et c'est un entretien qu'on a fait avec Maëlle à la fin de la journée pour qu'elle nous en parle plus, pour qu'elle aille plus dans le détail sur son parcours, sa formation, etc. et son ressenti par rapport à son métier aussi. D'ailleurs, merci à elle, merci au Parc du Reynou aussi de nous avoir ouvert ces portes-là sans jamais nous donner aucune directive finalement sur ce qu'on doit dire, pas dire, etc. Cette vidéo par exemple, je l'ai postée, je ne leur ai pas envoyée. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que je vais en faire. Donc évidemment, merci pour leur confiance. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt, cette fois-ci à la pension, où on va revenir avec les chiens, avec les chats, avec les Golden Retrievers, avec la boue, la pluie, etc. Et si vous voulez en discuter, je pense que j'organiserai peut-être un petit live, certainement sur Twitch. Vous pouvez déjà aller suivre la chaîne Twitch, on en parlera bientôt. Voilà, je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. Kiki, à bientôt. Qu'est-ce que tu veux? On va se promener? Tu veux manger quelque chose? Tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire? Il veut la gamelle des chats, surtout. C'est surtout ça qu'il veut. C'est pour ça que tu viens, en fait.